Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On va parler maintenant du 10e anniversaire de l'Union pour la République. C'est le nom du parti au pouvoir au Togo, le parti présidentiel, créé donc en avril 2012. Le parti lancé après un congrès qui s'est tenu à Blita où on avait parlé de dissolution, fusion avec l'ancien parti, le Rassemblement du peuple togolais. L'Union pour la République est née donc en avril 2012 et célèbre donc cette année son 10e anniversaire de création, une célébration marquée par diverses activités et cette apothéose, c'était hier donc à Atakpamé vers le centre du Togo. On est toujours avec nos deux invités, Eric Johnson et Germain Sossou, pour faire le point donc sur le parcours de ce parti, l'Union pour la République. Eric Johnson, à sa création, on sait qu'au niveau interne même de l'ancien parti, le Rassemblement du peuple togolais, les gens n'avaient pas vu d'un bon œil la naissance de ce parti. On ne vendait pas cher sa peau, mais il tient jusqu'à 10 ans. À quoi doit-on se... Je ne sais pas s'il faut parler de miracle, mais le fait qu'il tienne. Oui, il faut savoir que c'est le parti du président de la République. Et comme quoi, on a l'habitude de dire que au parti au pouvoir, qui était le RPT, et c'est la discipline, hein, c'est totalement, hein, les gens, ils y sont, ils y restent et ils suivent les consignes, hein, du parti. Donc, c'est un parti qui est très structuré. Et donc, je crois que c'est de cette manière, c'est ça qui a été transposé, hein, à UNIR, qui est un parti. Mais quelle était la nécessité de créer un autre parti, Ouais. si tant est que c'est les mêmes, hein, qui sont au pouvoir, qui doivent gérer également ce parti. Et donc, je crois que cela vient de constat, du constat général fait par les nouveaux dirigeants, hein, qui ont dit que désormais, parce que le parti RPT a été pendant longtemps un parti unique, Ouais. et c'est un parti qui regroupait pratiquement tous les Togolais, hein, de fait, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, vous êtes de ce parti-là. Maintenant, avec l'évolution politique, avec les nouvelles donnes, la démocratie s'installant petit à petit, il faut que les esprits s'ouvrent, qu'il y ait quand même des gens qui ne parlent pas forcément le même langage. Il faut d'autres sons pour que le pays puisse être géré autrement. Et donc, à partir de ce moment, il faut mettre en place un nouveau parti politique qui tienne compte des réalités du pays. Et c'est pour cette raison-là qu'on a jugé bon de créer un autre parti politique. Maintenant, ce parti-là a aujourd'hui 10 ans. Alors, la question de savoir pourquoi ça tient, je crois que c'est la même discipline, hein, qu'il y avait au RPT qui permet à ce parti-là de tenir. On n'est pas jusque-là. C'est vrai qu'il y a des débats en interne, hein, qui sont des débats constructifs, comme on nous le fait savoir à UNIR, mais il faut que ces débats-là se fassent en interne. Il ne faut pas qu'il y ait des dissensions, hein, publiques, mais je crois que tous ceux qui sont à ce parti-là écoutent et suivent la ligne tracée par le parti, et donc ça ne peut que tenir. Alors, il y a eu, vous êtes allé un peu dans le rappel historique, RPT, c'était un passif qui était devenu en 2012 un peu trop lourd à porter. Un passif, oui, de toutes les façons, vous savez, à un certain moment de notre vie commune, il y a eu des choses. Il y a eu, par exemple, la montée d'une nouvelle classe, hein, politique
qui cherchait à dire autrement et à faire autrement les choses. Et on a vu tout ce que ça a engendré. Il y a eu des morts, il y a eu des départs involontaires, c'est-à-dire des exils. Il y a eu des situations qui, franchement, étaient des passifs un peu lourds apportés par ce parti. Et il fallait remettre tout ça là à plat et prendre un nouvel envol. Je crois que c'est vrai. Il fallait quand même ça, hein, pour sortir un peu d'une situation. Vous savez, c'est pour ça quand certains continuent par dire RPT unir, c'est toujours pour faire porter ce passif-là à ce nouveau parti. Mais je crois que quelqu'un qui crée son parti politique et qui l'appelle unir, appelez-le unir, parce que c'est forcément par rapport à certaines situations qu'un parti vienne supplanter quand même le parti unique dans le temps qui a véritablement, qui n'a pas fait du bien à tout le monde, il faut le reconnaître. Et donc je crois que c'est sur cette lancée-là que les gens ont dit finalement qu'il faut quand même faire marche arrière et remettre à plat une nouvelle structure. Germain Sossou, pour vous, historiquement, en 2012, il fallait le faire de la part du président de la République, Faure Gnassingbé. Il fallait véritablement changer de vêtements. Je crois que j'ai l'impression que à l'époque, le président de la République, j'ai l'impression qu'il avait voulu se démarquer de son père. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Donc, normalement, c'est une citation qui aurait dû faire objet. Je crois que le temps ne nous permet pas. Mais à 10 ans après, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Ça peut faire objet de débat. Pour voir si vraiment, qu'est-ce qu'il voulait mettre dedans 10 ans après. Donc, il y avait effectivement un lourd passif. Il y avait le passif qui est lourd. Mais ce passif, je ne pense pas qu'il a été oublié par les Togolais. Tout à l'heure, Eric disait qu'il a reconnu effectivement que le RPT n'a pas forcément fait du bien à tout le monde. Mais il a dit quelque chose qui me semble n'est pas... C'est vrai que personne ne peut quitter son pays volontairement, aller rester quelque part. Dire que les gens ont eu des exils volontaires, non? Non. Vous avez dit qu'il y a eu des exilés volontaires? Involontaires. Ah bon, volontaire, d'accord. Bon, parce que... Involontaire. Parce que... on ne peut pas... Voilà, parce que... s'exiler volontairement. Volontairement, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, je pensais avoir entendu dans toutes mes excuses qu'il y a eu des départs volontaires. Non, parce qu'au Togo, avec sous le RPT, on a véritablement... En tout cas, nous, on était plus jeunes, mais dans le temps au nord... on a beaucoup suivi des affres du RPT. Déjà, pour vous dire, à l'école, personnellement, j'ai été sauvé parce que je jouais au football. Mais tout le monde, il fallait danser. Il fallait danser, que vous ayez mangé ou pas. Quand le chef d'État devait venir, toute la ville de Kara et ses environs, les gens devaient danser tout ça là. Et gare à vous. C'était du sport. Non, c'était pas du sport, c'était de la dictature à l'état pur. C'était de la dictature à l'état pur. Bon, maintenant, le RPT qui a été créé, je crois, à Kwalimé, vous savez, ironie des choses, c'est à Kwalimé en 1969. Et puis après, c'est à Takwame qu'on crée. Donc ce n'est pas un effet du hasard. C'était le 30 novembre 1979. Non, la création du RPT, 69. Voilà. Donc, 30 novembre 69. Donc, c'est novembre ou oui, bien sûr. Il y a eu l'appel du 30 août. Il y a l'appel du 30 août. Mais il y a eu la création. C'était le 30 novembre 1969. Voilà, et après, voyez donc, en même temps qu'on a voulu créer le UNIR, c'est à côté, mais bon, c'est-à-dire que c'est comme, finalement, on a berné les Togolais, leur a fait croire, j'ai l'impression qu'on a fait croire aux Togolais qu'on veut changer, mais on a maintenu les choses. C'est-à-dire que, où est-ce que le RPT a été créé? C'est ce que je vous situe, donc c'était à Kwalimé. Où est-ce qu'on a créé UNIR? C'est à Takwame. C'est dans la même région. Dans la même région. Et puis, quand vous allez suivre les méthodes n'ont pas véritablement changé. Les hommes peut-être, mais la majorité de ceux qui étaient au RPT sont restés dans l'UNIR, c'est ce qu'il a dit. Mais dans l'ensemble, comme on était rentré en démocratie,
toutes ces personnes s'en sont accommodées. Vous savez que la démocratie étant une culture, il faut avoir vécu avec cette culture. Or, toutes ces personnes-là ont vécu dans la dictature. Donc, devenir des démocrates, ce n'était pas évident. Donc, ça fait que la démocratie, à mon humble avis, n'a pas été acceptée véritablement par les gens du RPT. Bon, après la mort du chef de l'État, d'abord, lui, le président actuel, a été porté par le même parti pendant, par 2 fois, je crois, en 2005, en 2010. 2010. 2005 en 2010, le même parti l'a porté au pouvoir, avant qu'il ne daigne changer. Donc, pourquoi il prend sur lui la responsabilité de changer? Et il prend sur lui la responsabilité de changer le parti, parce que, comme je l'ai dit, il a tenté de se débarrasser de ce passif-là, qui devenait véritablement lourd. C'est une réalité. Mais seulement cela a été fait, et cela a été mal fait, à mon avis. Parce que si les gens tentent d'appeler ça RPT UNIR, justement, c'est pas pour rien. Maintenant, 10 ans après, il faut qu'on voit véritablement quel est le bilan. Parce qu'à la création du UNIR, il y avait des phrases qui étaient louables. On dit, on va créer un parti politique, et désormais, on va créer quelque chose de nouveau, et on va travailler avec les autres. Si vous voyez les propos du président de la République quand on créait UNIR, c'était un espoir. On annonçait des méthodes qui devaient changer. Mais 10 ans après, il faut qu'on en parle. Est-ce que véritablement, qu'est-ce qui a véritablement changé? Est-ce que le RPT hier, est-ce que UNIR aujourd'hui a fait mieux que le RPT? On va revenir tout à l'heure sur ces détails-là, mais vous avez commencé par toucher quelque chose qui me paraît important, Eric Johnson. Du RPT à UNIR, il y a un changement de nom, mais est-ce qu'il y a un changement de méthode? Oui, évidemment. Évidemment, c'est pas la même méthode. Et surtout que, en réalité, à la création de UNIR, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire venir d'autres qui n'étaient pas du RPT au sein du sérail gouvernemental. C'est-à-dire qu'on veut désormais que d'autres partis politiques qui étaient nés dans les années 90, parce qu'il y avait beaucoup de dissensions entre les partisans du parti au pouvoir et ceux qui venaient au nom de la démocratie. Et donc, tous ces partis politiques-là, le chef de l'État s'est dit, il ne faudrait pas laisser ces gens-là en marge de la gestion du pays. Il faut qu'ils viennent et que nous nous retrouvions au sein d'un parti politique pour pouvoir gérer le pays ensemble. C'était l'idée qui a sous-tendu la création de UNIR. Maintenant, la méthode qui a été employée, est-ce que véritablement les gens ont compris cet esprit, ce nouvel esprit-là, hein, de marcher ensemble, de travailler ensemble, de gérer ensemble le pays? À un certain moment, oui, les gens ont cru véritablement à cela et ça a commencé par marcher. Mais lorsque nous allons sur le terrain politique, puisqu'il s'agit là d'un parti politique, les gens ont toujours envie d'avoir plus. On veut toujours gagner plus. Prenez par exemple le cas des discussions entre le parti de J-Chris Olympio, UFC, et le parti au pouvoir. Lorsque ça s'est fait, alors il fallait maintenant gérer le pays ensemble, former un gouvernement et maintenant mettre les gens à des postes de responsabilité entre les deux partis pour continuer la gestion du pays. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé après, c'est que les gens en voulaient plus. Donc, nous acceptons y aller avec vous, mais nous mettons la barre à ce niveau. Vous l'acceptez, nous continuons. Vous ne l'acceptez pas, on commence par se mettre des bâtons dans les roues, par mettre des pots de bananes, etc. Et donc, je crois que fondamentalement, au RPT, les gens n'acceptaient même pas cette ouverture-là. Ça, il faut le reconnaître, c'est un point positif à unir. Aujourd'hui, vous pourrez être de n'importe quel parti politique lorsque le besoin se fait sentir, que ce soit vous qui soyez à
un poste de responsabilité, je crois qu'il y a des discussions au niveau du parti et on accepte des gens venir travailler. La preuve, il y a des Togolais qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire à l'extérieur, qu'on a fait venir pour travailler pour le pays parce qu'on a senti ce besoin-là. Au RPT, on n'ouvrait même pas pour la diaspora. Mais aujourd'hui, avec UNIR, et il y a cette possibilité. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se fait pour la diaspora, pour que les Togolais qui sont à l'extérieur reviennent au pays, pour qu'ils viennent investir, pour qu'ils viennent faire quelque chose, je crois que tout ça là, c'est une nouvelle stratégie qui est mise en place par ce parti. Mais vous savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que pour certains, c'est toujours... Il rappelle toujours RPT uni, Oui. en disant que les méthodes, je mets ça entre guillemets, brutales de conservation du pouvoir sont les mêmes. Mais je le dis toujours, Samuel, lorsqu'on a un parti politique, il faut avoir un idéal. Un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et mon frère Germain qui est là, il a un parti politique. Mais ne lui dites pas de ne pas rechercher le pouvoir. Mais lorsque vous l'avez, est-ce qu'il faut le lâcher? Maintenant, c'est de quelle manière vous conservez ce pouvoir-là? C'est là où on peut mettre le débat. Ouais. Alors, sur les méthodes, je crois que Eric Johnson a énoncé donc beaucoup de changements entre le RPT et UNI. Une volonté d'ouverture qui s'est manifestée. On a fait appel à des gens de l'extérieur, des autres partis. Certains ont accepté de rejoindre. Ouverture vers la diaspora. UNIR est dans une logique beaucoup plus de dialogue aujourd'hui, d'écoute avec les autres. Vous avez remarqué ça aussi, que ces méthodes ont véritablement apporté du neuf? Lorsque vous ne vous projetez pas dans l'histoire, vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est la même chose. Donc, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Vous savez, en créant le RPT, c'est la même chose. Quand le président Yadema avait créé le RPT, l'intention, c'est que tout le monde soit Un creuset national. C'est pour cela qu'il a fait. Mais on n'acceptait pas. On n'acceptait pas. Non, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est pour cela que je vais vous expliquer comment aussi UNIR est parti pour devenir encore plus radical maintenant. Donc, au temps du RPT, lorsque le président Yadema a créé le RPT, c'était l'ouverture au départ. Il dit il faut que tous les Togolais cessent de se quereller, il faut qu'ils fusionnent, qu'on fasse le travail ensemble. Que vous soyez du nord, du sud, tout ça là. C'était ça l'idée de Yadema. Donc par la suite, c'est devenu une autocratie. C'est pour cela qu'on s'en débarrasse du RPT. Donc, pour ne pas être long, les méthodes, elles sont restées les mêmes. Vous savez, le RPT, pour conserver le pouvoir pendant le temps, l'un des barreaux-pentes pour conserver le pouvoir, c'est l'armée. Aujourd'hui, il faut travailler, les choses se font pour voir comment l'armée va être. Mais c'est progressif, mais c'est l'armée. Lorsque UNIR est venu, UNIR va se greffer sur l'armée pour conserver le pouvoir. Alors, donc, sur ce plan-là, c'est la même chose. Non, je suis d'accord que pour conserver le pouvoir, comme vous l'avez dit, il faut tous les moyens. Je suis d'accord. Mais moi, je relève que, contrairement à ce que vous avez dit, c'est de façon subtile, mais les choses n'ont pas changé. Alors, lorsque vous revisitez le RPT d'antan, qu'est-ce qui a véritablement fait, qui a dégoûté? C'est le culte de la personnalité. Vous savez, on a avec le RPT, on a fait de Yadema pratiquement comme un demi-dieu. Vous voyez ça. Même si aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne le dit pas clairement, il est vénéré. Vous ne pouvez pas prendre le parti UNIR où c'est tout récemment que certains ministres ont essayé de voir. Sinon, avant, quasiment toutes les phrases sont prononcées et aucun ministre ne peut bouger sans dire qu'il s'est réveillé, il a réfléchi, c'est Faure qui lui a dit de réfléchir. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire que le système, c'est quoi? Il est le même. Au départ, on crée quelque chose, on dit, bon, oui, on veut l'ouverture, mais par la suite, on fait les choses. Alors, sous le RPT, les Togolais ont souffert des bastonnades, de l'emprisonnement, de l'exil. Et je ne vais pas vous rappeler les faits comme ceux de Fréau Jardin, tout ça, vous connaissez l'histoire. Sous le régime de Faure, vous prenez, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il avait la volonté, en tout cas, de changer le Togo à travers UNIR, je pense simplement qu'il n'a pas reçu. Parce que sous UNIR, les Togolais ont connu la même chose. De l'espoir nourri de sa création, immédiatement le désespoir s'est installé.
Vous avez les bastons. Est-ce que vous êtes en train de parler de la même chose? On parle là de 2012, de 2012 à 2022. Pendant cette période-là, il y a unir. Hein, oui, je vais être concret. Non, parce je vais être concret. Oui, parce que là, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de parler de l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir de 2005 à 2022. Est-ce que c'est la même chose? 2017, Faure Gnassingbé était déjà au pouvoir. Je parle de 2000. C'est pour cela que comme c'est moi qui avais la parole, vous me laissez développer. Okay. Donc, j'ai dit qu'UNIR est né avec des objectifs nobles. Mais très tôt, ça s'est viré, rapidement, même beaucoup plus tôt que le temps du RPT. Donc, vous avez vu quand les Togolais ne sont pas contents. Et c'est avec le parti UNIR que les lois qui ont été chèrement acquises, vous, les amis de la presse, aujourd'hui, quand quelqu'un s'hasarde à mal écrire, il est en prison. Non. Bon, enfin, donc si vous dites... en tout cas, moi, j'ai vu des journalistes en prison. Oui, mais... Voilà, j'ai vu un instant, j'ai vu des enseignants tout récemment en prison. Oui. J'ai vu les partis politiques s'organiser pour revendiquer, qui ont été bastonnés, dont les chefs des partis sont en exil actuellement. J'ai vu un candidat potentiel du président de la République à l'élection 2020, qui a été son candidat, M. Aguilme, qui est en exil. J'ai vu un opposant au régime qui dit je ne suis pas d'accord de la façon de... Je organise les Togolais pour vous montrer que Tikpi Achadam, il est à l'exil. Je peux vous citer. Donc, au temps du RPT, les Togolais étaient en exil. C'est que Faure Gnassingbé ne voulait plus. En fait, quand créant le parti, il dit plus jamais. Il veut que les Togolais ne soient plus à l'extérieur. Voilà. Mais malheureusement, est-ce que c'est lui ou c'est d'autres personnes? Est-ce qu'il a commis l'erreur de ne pas se débarrasser du RPT avec ses hommes en les gardant? En tout cas, pour revenir sur pour moi, si ceux qui disent, moi je n'appelle pas RPT UNIR, mais je sais que le parti c'est UNIR, mais sur le plan des méthodes, je sais que les méthodes n'ont pas évolué. Je vais aller en ce qui concerne les jeunes. La question des jeunes et l'emploi, sous le RPT, c'était déjà une catastrophe. Aujourd'hui, si vous allez avec UNIR, demandez au parti au pouvoir, sur le plan de l'emploi, quelle est la situation? Avec tous les efforts que l'actuel Premier ministre, qui était ministre du développement à la base, a essayé, quand Gbagbo était venu, aujourd'hui, la question de l'emploi est une question centrale. Pourquoi les ministres Kokoroko, par exemple, sont obligés d'utiliser la force? Parce qu'on n'a pas réussi à convaincre les Togolais. Pourquoi, quand on fait, par exemple, l'université de Lomé, on dit on a érigé les murs, tout ça là. Quand vous voyez, en fait, c'est joli. Mais en fait, c'est pour embrigader les gens. Pourquoi le ministre Kokoroko, devant les enseignants qui revendiquent? Mais il y a des portes. Non, des enseignants qui utilisent la force et que le ministre, son collègue, finissent par renvoyer. Est-ce que l'idée de unir au départ, avec le discours de Faure en 2012, pour dire qu'aucun Togolais n'est plus à souffrir, c'est finalement que les enseignants revendiquent qu'on les mette en prison. C'est finalement que les enseignants revendiquent qu'on les... Maintenant, je vais terminer. Sur le plan social, vous savez, ce n'est pas sous le RPT que les marchés ont été brûlés. Ce n'est pas sous le RPT, c'est sous UNIR. C'est quand le président... Et ce n'est pas sous le RPT que les Togolais sont arrivés à la paupérisation extrême. C'est sous UNIR. Finalement, après 10 ans, après 10 ans, non, je pense que... Moi, je veux comprendre. Voilà, je pense que ce que évoque Germain, c'est les passifs qui, pour lui, on a voulu les changer, mais qui sont restés, les méthodes qui ne changent pas, mais qui se durcissent. Il a bien cité des exemples. Est-ce que pour vous, ça cadre avec la réalité? Non, je crois que aujourd'hui, il a donné des exemples. Quand vous prenez ce qui se passe avec les enseignants, ce qui se passe avec la presse, ce qui se passe avec les jeunes, etc. Je pense que c'est des cas isolés que vous voulez généraliser. Je n'ai pas prétention de défendre le parti au pouvoir, mais plutôt par rapport à ce que nous constatons. Est-ce que vous allez dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun effort qui se fait sur le plan social? Sur le plan des infrastructures, oui, il y a un changement. Sur le plan, c'est-à-dire quand vous arrivez au Togo maintenant, vous avez les rues qui ont été véritablement... Ça, c'est ça. Malheureusement, qui nous a beaucoup endettés, mais ça a été fait. À part ça, sur le plan social, sur le plan politique, tous les objectifs de unir, tous ceux qui se sont rassemblés à Takwame, quand ils lisaient, je me demandais, j'étais là, je dis, mais
est-ce qu'ils croient eux-mêmes là, que ce soit Charles Kondiagba, le président Charles Kondiagba, que ce soit la présidente de l'Assemblée nationale, tout ce qu'ils lisaient, est-ce que ça venait vraiment, est-ce qu'ils croient? Parce que moi, c'est comme quand je l'ai regardé, c'est comme, je suis dans un autre pays. C'est comme je suis dans un autre pays. Et les gens de UNIR sont dans un autre pays, quoi. Voilà. Non, je pense que nous sommes en train de faire un débat et il faut, avant de plancher sur une situation, il faut avoir des indicateurs. Bon, voilà. Aujourd'hui, oui, certainement. Bon. Aujourd'hui, quand nous prenons même l'indice de développement humain que produit les Nations Unies, quand nous prenons la santé, quand nous prenons beaucoup de secteurs, je pense que les indicateurs ne donnent pas ce tableau-là que vous venez entre ce qui est écrit et ce que nous vivons, entre ce qui est écrit et ce que nous vivons, est-ce que vous voyez la réalité? En ce qui concerne la pauvreté, c'est la cherté de la vie, c'est une situation généralisée. Aujourd'hui, vous regardez dans quel pays au monde les gens ne sentent pas la cherté de la vie. C'est partout. Maintenant, l'objectif c'est de faire pour que les Togolais sortent de la pauvreté. Moi, je prends. On est en train de parler de UNIR. Je prends de 2012 à 2022. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? J'ai même fait une étude comparative. J'ai même fait un plateau. J'ai présenté une situation comparative avec le RPT. 10 ans après, c'est la situation que je vous ai présentée. Est-ce que le président de la République est vraiment fier? Non. Il avait des objectifs au départ. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi? Je crois que les membres de UNIR qui étaient là à Tapamé, ils ont dit que c'est satisfaisant. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Très bien. Si tout allait bien, ils n'allaient pas le dire aussi publiquement. Je crois que non. C'est-à-dire que je crois que tu étais en train... C'est peut-être une histoire du verre à moitié vide, verre à moitié plein. À plein. Je crois que c'est ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on analyse la situation à partir de 2012 où UNIR a été créé à aujourd'hui. Si l'idée est d'amener les gens à travailler, à produire beaucoup plus pour le pays, est-ce que cet objectif-là est atteint? Ce n'est pas à nous de faire ce bilan-là, mais c'est les membres de UNIR même qui étaient là-bas. C'est eux qui avaient prononcé des discours pour dire... Voilà, nous avons fait ci, nous avons fait ça, mais il reste beaucoup encore à faire, si tant est que les Togolais ressentent encore le poids. Non, il faut rappeler, qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement ils ont fait? Non, on va revenir sur les perspectives après. Voilà. Et donc, les 10 ans. Et je crois que finalement, UNIR a essayé quelque chose et il faut qu'on donne encore un peu de temps à UNIR pour voir ce que UNIR peut faire. On va donner, c'est-à-dire qu'après que le RPT a fait 38 ans de règne, avec le président Faure bientôt 20 ans, vous voulez qu'on leur donne encore... Le RPT n'a pas fait... je pense que le RPT c'est 69, donc le a pris le pouvoir en 67, ils ont fait 36 ans. 36 ans, bon, si j'ai dit 38 ans, c'est 36 ans. Bon, voilà, avant que... Donc, si vous allez à cause de ces 2 ans que vous pensez... Non, sinon pour nous, le calcul qu'on a fait, c'est 38 ans. Mais si vous dites qu'il a pris le pouvoir, c'est pas en 1963 que c'est 1967, bon, tant pis, bon, dans tous les cas... Il faut ajouter aussi les 2005 à 2012. Oui, donc, voilà. Au 36. Voilà. Oui, le président Faure lui-même, en tant que chef d'État, en 2025, aura bouclé 20 ans. Est-ce que vous savez ça? 20 ans. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes conscient, c'est-à-dire que si au moins le président de la République prenait le pouvoir, on parle de UNIR. Vous pouvez dissocier UNIR. Je veux que tu laisses. Vous voulez dissocier. Donc vous voulez que je dissocie UNIR du président de la République, c'est ça? Oui, mais il est le président. Il est arrivé au pouvoir en 2005. Je pense que ce que dit Eric, c'est qu'on fait un débat sur UNIR qui est né en 2012. Oui, mais UNIR, c'est le parti qui a créé le parti. Oui, vous savez, le parti est un instrument. Non, le parti est un instrument pour l'atteinte des objectifs qu'on se fixe. Et j'ai dit que le président de la République, lorsqu'il a créé UNIR, si vous le lisez, il dit qu'il voudrait que le Togo soit développé. Il ne veut plus qu'il y ait les Togolais se regardent comme des... Il a dit, même il a dit plus jamais ça au Togo sur les choses. Lui-même,
est-ce qu'il est fier après 10 ans? Est-ce qu'il a été... Va lui poser la question. Non, je n'ai pas besoin de lui poser la question. Je suis un citoyen. Parce que se sont exprimés, oui, ont montré une certaine fierté. Oui, bon, j'ai par dit, rapport au bilan. Moi, c'est pas parce que je ne suis pas de UNIR que... Un instant, c'est pas parce que je ne suis pas de UNIR que le chef de l'État ne travaille pas pour que moi aussi, je me sente à l'aise. Hein. À partir du moment où il est président de la République de tous les Togolais, si je ne trouve pas mon compte, je ne trouve pas, il faut que je lui dise. D'ailleurs, c'est pour cela que je regrette que le RPT hier unira travailler à ce que l'opposition n'existe pas. C'est dommage. Ils se sont affaiblis eux-mêmes, politiquement parlant, travaillant pour que l'opposition n'existe pas, en exerçant la violence inouïe sur les opposants, en les frappant. Oui, mais ça, les images sont là, saccodées un peu partout, tout ça là, en faisant en sorte, parce que lorsque vous êtes un chef d'État, vous voulez impulser le développement, parce que aucun développement ne peut se faire sans que l'esprit humain ne soit libre. Et après, vous empêchez les gens de parler, de s'exprimer, de se regrouper. Vous vous servez par exemple de la maladie pour dire, la maladie étant là, vous ne pouvez plus rien faire. Et que quelqu'un qui veut se regrouper, vous le refusez, tout ça là. Alors, vous êtes en train de reculer la démocratie, alors que vous-même, vous avez créé le parti pour faire en sorte que votre parti soit meilleur que le RPT 10 ans après. Est-ce que l'UNIR a été... C'est vrai que le RPT a été plus long que l'UNIR, mais 10 ans de pouvoir et 20 ans pratiquement de la gestion du pouvoir d'État par le président de la République. Quel est le résultat? Donc, si vous voulez faire la comparaison, vous allez voir que les gens regrettent aujourd'hui le temps de Yadema. Il faut demander. Les gens estiment qu'au temps de Yadema, même si Yadema était considéré comme un dictateur, sur certains points, il recevait les gens. Vous savez, Yadema, il prenait sur lui la responsabilité de recevoir les couches sociales. Depuis que Faure Gnassingbé, le président de la République est là, moi je n'ai jamais vu recevoir, je ne sais pas, à part les étrangers qui reçoivent un peu partout, je n'ai jamais vu recevoir par exemple l'école constituée, par exemple les enseignants, par exemple les journalistes que vous êtes, par exemple, je ne sais pas, les chefs des partis politiques, tout ça là, jamais. Donc à partir du moment où il est dans sa tour d'ivoire, mais il a des objectifs, comment il pourra les atteindre? Eric Johnson, pour d'autres, le péché du chef de l'État, c'est aussi d'avoir voulu avec UNI faire du neuf avec du vieux. Voilà. Mais c'est ce qu'il disait. Et je crois que, est-ce qu'il pouvait faire autrement? Est-ce qu'il avait d'autres personnalités avec qui il pouvait travailler et laisser de côté d'autres? Vous savez, je ne le crois pas. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas trop de conservateurs autour de lui? Conservateurs, mais là, il faut être dans le secret des dieux pour savoir comment ça se passe, pour le dire. Est-ce que c'est les gens qui sont autour de lui qui ne font pas bien le travail? Mais beaucoup de questions qu'on se pose. Il y a véritablement beaucoup à faire dans ce pays. Ils l'ont reconnu. Et ils l'ont même dit à leur congrès la dernière fois, à leur manifestation à Tapamé, qu'en regardant autour de nous, qu'il y a beaucoup à faire. Est-ce que ce sont les conservateurs qui retardent l'avancée du pays? Est-ce que c'est la jeune classe qui ne pousse pas bien? Quand, par exemple, mon frère Sossou parlait des enseignants, très sincèrement, c'est une question qui taraude tout le monde. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qu'on doit encore faire aujourd'hui pour l'enseignant? Parce que quand vous prenez les autres employés, enfin les autres secteurs d'activité dans le pays, les enseignants ont été quand même bien lotis. Ouais, c'est comme ça que les gens présentent la situation. Les gens font la comparaison aussi avec les autres pays. Oui, maintenant, oui, ils ont dit, c'est ce que je venais de dire. Il y a encore des efforts à faire. On n'a dit ce qu'on ne vient pas. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans ce secteur-là n'est pas quand même beaucoup? Aujourd'hui, les réformes qu'on veut apporter à ce secteur de l'éducation, vous savez, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'il y a des choses qui étaient érigées en règles et qui ne font pas bien à l'éducation. Vous comprenez, par exemple, nous avons découvert qu'il y a des salles de classe qu'on crée n'importe comment parce que les gens veulent avoir plus d'indemnités et à partir de ce moment, on crée des dépenses au secteur, mais dans le même temps, on dit qu'il n'y a pas assez de classes.
Bon, alors, je on crois va pas qu'il y a... rouvrir le débat pour les enseignants. Vous savez, les Non, enseignants non, ne demandent pas... pas forcément. Ils ne demandent pas des augmentations. Pas forcément. Ils demandent tout simplement que le gouvernement tienne parole, tout simplement. Vous savez, lorsque vous présentez en disant on nous a fait ceci, on nous a fait ceci. justement... Maintenant, on va revenir à UNIR, le parti UNIR lui-même. Le parti UNIR. Vous savez, c'est un échec. C'est un échec. Il y a une question... à laquelle il doit finir de répondre. Il y a une question qui a été posée. Je voulais finir en disant que oui, et quand on dit que c'est les conservateurs, qu'il y a trop de conservateurs autour de ce pouvoir, mais est-ce qu'on peut véritablement gérer ce pays sans ces conservateurs? Oui, en même temps, en parlant de conservateurs, c'est que pour les gens, vous savez, ces conservateurs, c'est des politiques qui disent que dans la situation actuelle, on a besoin de plus de technocrates, des gens qui peuvent apporter des solutions concrètes aux problèmes du pays, qu'à des gens qui peuvent aider à conserver le pouvoir. Oui, de toutes les façons, comme je l'avais dit au départ, c'est un parti politique qui a besoin d'avoir le pouvoir. Et donc, on a besoin de tout ce monde-là. On ne peut pas écarter certains parce qu'ils ne sont pas technocrates, et alors que dans le même temps, il faut faire de la politique. Or, c'est la politique qui détermine quand même la façon de gérer le pays. Alors, autre chose, au cours de cette célébration, et je veux revenir un peu sur ces propos tenus par Charles Kondi Agba, qui est le président des sages de UNIR. J'ai lu même ce matin, en préparant cette émission, une réponse du berger à la bergère de la part de Jerry Tama, qui ne l'a pas raté. Pour Charles Kondi Agba, il n'y a pas d'opposition constructive. UNIR, il a même dit, je le cite, il n'y a rien en face, pas d'opposition qui fasse des propositions pour amener UNIR, le parti au pouvoir, qui célèbre sa décennie, à mieux faire. Est-ce que vous ne vous reprochez pas aussi des choses? Vous êtes dans la classe de l'opposition aujourd'hui. Êtes-vous constructive pour... vous savez, ce qui est aberrant pour nos amis du RPT aujourd'hui devenus UNIR, c'est que... Bon, je ne vais pas utiliser un terme pour être... c'est-à-dire que devant les problèmes, vous êtes responsable de la gestion d'un État. Et quand vous avez des problèmes, vous rejetez ça sur les autres. Vous dites que c'est l'opposition qui ne permet pas ce que... Or, vous avez le pouvoir depuis je ne sais même pas combien de temps. Cette opposition dont vous faites tout pour écarter par tous les moyens, vous dites que c'est elle qui est responsable. Quand cela ne tienne, parce qu'il fallait servir un discours aux militants de UNIR, parce qu'il fallait trouver des boucs émissaires à l'échec. L'échec que mon ami Eric ne voudrait pas que j'aille au bout, en montrant vraiment les limites. Oh là là, oh là là. Parce que, moi, attention, j'ai dit... Nous sommes dans un débat, tu as oui. La possibilité de dire... Oui, si tu m'accordes le temps de continuer. Donc, alors, oui, si UNIR dit, bon, voilà, nous avons fait des choses, mais il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que c'est l'opposition qui vous a empêché? Plutôt quand l'opposition se regroupe, on fait tout pour qu'elle n'existe pas. Donc, pour qu'une opposition soit constructive, donc, d'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il met dans constructif. Maintenant, pour faire des propositions, c'est-à-dire louer ce qui est bien fait et critiquer ce qui est mal fait et faire des propositions. Bon, par exemple, il faut que M. Charles Kondi Agba présente aux Togolais ce que, depuis 10 ans, le UNIR a fait de bien pour que nous puissions regarder et dire que ça c'est bien. Vous pensez que tout est mal? Non, je ne dis pas non, parce que nous aurions aimé, en écoutant le président en 2012, quand il créait le parti, en disant voilà sur le plan social des choses que je voulais faire. Nous, on aurait bien voulu avoir, même s'il n'a pas 100%, qu'on ait au moins un résultat à 50%. Mais j'ai dû dire qu'après 10 ans, les gens de UNIR, même qui se sont rassemblés, savent qu'il y a plus de problèmes qu'ils n'auraient voulu. Donc, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas les aînés ou encore les nouvelles forces de l'opposition qui sont en train d'émerger. C'est plutôt la volonté des hommes de garder le pouvoir malgré le souhait des Togolais de voir d'autres personnes arriver. Maintenant, la question que j'aurais bien voulu poser s'il y avait un éminent, enfin un membre de UNIR ici, malheureusement c'est mon ami qui est devant moi, mais je vais la lui poser quand même. Est-ce que vous ne voyez pas vraiment que... Qui n'est pas obligé de répondre, c'est ça? Est-ce que vous ne voyez pas que de tout ça là, la réalité c'est que UNIR même est fatigué et que en tant que parti, ils ont besoin d'aller à la retraite politique, d'observer les autres faire pour voir, ce qu'ils sont en train de faire vraiment, bon, et ils n'étaient pas constructifs, mais
au moins s'ils ont gagné les élections, laissez-les les prendre. Nous, on va être dans l'opposition constituée. On va les montrer comment ils auraient pu. Comme ça, quand on reviendra au pouvoir, ils vont savoir comment. Maintenant, vous refusez, même un instant, vous refusez. C'est un banc. Non, c'est pour dire que... je m'assois et puis après je reviens. Non, c'est pour vous dire que au Togo, l'opposition, j'ai dit, moi, elle a essayé. Elle a essayé d'aider ce pouvoir autant que possible. C'est la volonté du pouvoir de ne pas appliquer les règles démocratiques. De dire, nous y restons, vaille que vaille. C'est-à-dire que nous ne concevons pas notre vie en dehors du pouvoir. Donc, même si le bateau chavire, qu'il chavire. Sinon, il y a longtemps que le régime, là, serait allé à la retraite politique, mais il serait revenu. Mais ils ont refusé. Retraite, à partir de quand on va à la retraite, non, quand les hommes vont à la retraite, mais les partis demeurent. Donc il y a des nouvelles personnes. On parle de 10 ans, de unir 10 ans. Mais il a posé une question. C'est moi qui pose les questions. Ok, d'accord. Donc les 10 ans, ça s'est célébré. Et après? Après, il faut penser au développement du pays, tout simplement. Mais le PND, je pensais que le PND réglait ça. Si vous avez le pouvoir, vous fêtez les 10 ans de votre parti politique et vous avez toujours le pouvoir, c'est que vous devrez penser au développement du pays. D'abord, la situation de la cherté de la vie, il faut tout faire pour trouver une parade pour que les Togolais puissent souffler un peu. Sur ce coup, on attend toujours. Oui, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, il faut créer un cadre qui permette aux Togolais de s'épanouir. S'épanouir sur le plan intellectuel, sur le plan social et voire même sur le plan sportif et tout ça. Donc, vous créez le cadre qui permette aux Togolais de s'affirmer. Vous savez, aujourd'hui, nous, en tant comme de médias, nous continuons par crier que notre situation est très difficile. Elle est très délicate du moment où nous n'arrivons pas à être véritablement indépendants. Il faut le reconnaître. Nous avons des associations qui n'ont même pas de moyens de nous défendre pour que nous puissions véritablement faire notre travail et que ce travail-là apporte quelque chose à la nation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans quoi ? En général, dans le factuel. Est-ce que nous arrivons nous-mêmes, en tant que journalistes, à faire de l'investigation, à faire un travail de fond pour que les Togolais puissent avoir véritablement quelque chose de nous? Ça, c'est ce qui concerne la presse. Nous avons des difficultés. Maintenant, ce que nous disons, c'est qu'il faut créer ce cadre-là pour même les partis politiques dont on dit aujourd'hui, surtout l'opposition, qu'elle n'est pas constructive. Si moi je comprends bien cette phrase du professeur Charles Kondi Agba, ce n'est pas pour dire qu'on a une opposition faible totalement, mais c'est pour plutôt dire que l'opposition, pendant qu'elle critique sur des choses, par exemple, mon frère Sossou est là, il a cité des cas, il a donné des exemples. Ce qu'on voudrait de cette opposition, c'est qu'en même temps, lorsqu'on critique, qu'on apporte quand même des solutions. Comment vous voyez la situation? Qu'est-ce que vous pourrez directement apporter? C'est qu'il faut créer aussi ce cadre-là pour que cette opposition puisse aussi travailler. Voilà. Et vous comprenez pourquoi nous disons que le parti au pouvoir n'est pas sincère. Parce que quand vous dites aux gens, ils ne sont pas constructifs. Vous voyez que quand on veut aller aux élections, on crée un cadre pour discuter. Mais lorsque vous avez, par exemple, créé, vous voyez, quand on a voulu avoir le PND, demandez aux gens du pouvoir comment le PND a été confectionné. Lorsque vous avez des gens autour de vous et que vous pensez qu'ils ne sont pas des citoyens, qu'ils ne peuvent pas vous aider. Non. Un instant, non. Je crois que si l'on est allé jusqu'à dire ça, c'est justement qu'on veut plutôt que cette opposition-là s'asseye et discute. Quand vous êtes fort, c'est le fort qui tient la main du faible ou bien ce que je demande, parce que la question qui m'a été posée, 10 ans après,
qu'est-ce qu'il faut entrevoir? Et je pense que ce qu'il faut, c'est de créer ces cadres-là pour que les gens puissent travailler et que véritablement ensemble, nous pensions au développement de ce pays. D'accord. Germain, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à UNIR? Non, si pendant 10 ans, vous nous avez vous êtes donné des objectifs, vous n'avez pas réussi, il faut prendre conscience. Il ne faut plus espérer véritablement grand-chose que de prendre conscience, de se dire, bon, vraiment, aller à la retraite politique, ce n'est pas un mal. Une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, non. C'est-à-dire que nous avions essayé depuis le père au fils. Aujourd'hui, acceptons les positions, c'est nos frères, qu'ils tentent. Et peut-être les réconciliations qu'on n'a pas réussi. Comme ça, non, le problème, la difficulté qu'on a, c'est-à-dire que le pouvoir même est conscient qu'il y a des élections successives. Il y a des élections successives. Est-ce que c'est pas une raison de plus lorsqu'on appelle l'opposition pour un dialogue? Vous savez, qu'elle y aille pour véritablement mettre sur la table les questions qui... En tout cas, moi, je termine la question qu'on m'avait posée pour dire, 10 ans après, si le parti au pouvoir, qui avait, je l'ai dit, des idées nobles, n'a pas réussi à les atteindre, ne serait-ce que faire en sorte que l'opposition, dont M. Charles Kombi dit qu'elle n'est pas constructive, si les gens qui tiennent les rênes du pouvoir n'ont pas pu avoir une opposition qui les aide, il ne faut pas penser que c'est aussi le tort seulement de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez passé tout votre temps à les martyriser, comment voulez-vous qu'ils puissent vous aider? Malgré ça... Le pouvoir a un changement d'attitude. Oui, mais non seulement ça, nous pensons qu'il est temps que le pouvoir véritablement aille à la retraite politique. Ce n'est pas... Non, oui, ce n'est pas les élections. Les élections, les élections, c'est-à-dire qu'il faut que le pouvoir se prépare à ouvrir des véritables élections. Il faut cesser de verrouiller les systèmes. Par exemple, lorsque déjà la grogne sociale est là, il faut ouvrir les dialogues. Il ne faut pas enfermer, il ne faut pas amener les gens à avoir peur dans le pays. Il ne peut pas libérer leur énergie. Il ne peut pas vous aider à travailler. Il ne faut pas en faire véritablement toujours des gens qui se braquent contre nous. Il faut établir le dialogue. Vous dites que vous êtes un parti de dialogue et d'ouverture. Mais devant les faits, si vous n'envoyez pas les militaires, c'est que vous embrigadez, vous enfermez, vous exilez. Vous n'êtes pas cohérent. Or, vous savez bien qu'après vous, il faut des gens pour diriger. En les mettant à vos côtés, un instant. Oui, mais non, ça, nous, en tant que parti, le parti, j'estime qu'il ira eu 10 ans de sa vie et n'a pas atteint ses objectifs, qu'il se prépare en 2025 et libère les endroits verrouillés, c'est-à-dire que les systèmes qui permettent aux autres de ne pas arriver au pouvoir là, qu'ils libèrent. En libérant ces verrouilles, en déverrouillant tout ce qu'ils ont verrouillé là, ils se libèrent eux-mêmes. Parce qu'ils n'arriveront... L'UNIR se prépare à aller goûter à l'opposition. Voilà, il faut... Ce que moi je les souhaite, c'est qu'ils se préparent à aller à la retraite politique. En 30 secondes, à devenir Johnson, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à la formation politique de Faure Gnassingbé? Non, mais c'est, comme on le dit, de véritablement ouvrir, comme son objectif était d'ouvrir, de s'ouvrir pour tout le monde, de continuer cette ouverture-là et que véritablement la paix sociale règne dans le pays. Merci beaucoup Eric Johnson, directeur de publication du bi-hebdo L'Union. Merci Germain Sossou, président des Forces socialistes de l'avenir. Merci à vous deux d'être passés animer ce débat très intéressant. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. Excellent week-end.